Et nous sommes de retour, toujours sur la nuit du campus créatif. Et nous sommes en compagnie de Clément Marot. Bonjour. Bonjour, bonjour, même bonsoir. Vous êtes chef cuisinier, vous êtes un monument de la gastronomie lilloise. Vous avez fondé votre propre restaurant et vous êtes maintenant tout jeune retraité. Exact. Et vous donc consacrez votre temps à autre chose, toujours à la cuisine, mais la cuisine de façon différente, avec d'autres types de personnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, ayant quitté le restaurant, je voulais faire d'autres choses et des choses qui fassent progresser. Donc, la première chose qui m'intéresse, c'est les personnes différentes. C'est-à-dire que soit handicap mental, ou soit handicap, que je dirais, des personnes rejetées de la vie. Avec une addiction, avec un baobab dans la main, avec des choses très différentes, mais qui ont tous un cœur à aimer et à être aimés. Ça, c'est hyper important. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on l'accompagne, n'oubliez jamais, accompagner, sortir de son bureau, aller au-devant des gens et les amener vers le travail, en les accompagnant, vous les remettez au boulot. Aujourd'hui, toute notre politique est faite sur la remise au boulot derrière un ordinateur avec des statistiques et des rapports de mission. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la vie. Aujourd'hui, la vie, c'est se donner une poignée de main, c'est de se regarder dans les yeux, de se parler, de trouver le talent de chacun pour pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Quand vous avez compris ça, qu'est-ce qu'il faut pour les amener à marcher, à aller vers l'entreprise, à aller vers leur talent? Ben, il faut bien les nourrir. Justement, c'est là où il faut revoir notre méthode. C'est-à-dire que manger plus de légumes, être plus raisonnable sur les protéines, d'accord? Savoir cuire avec moins d'énergie, d'accord? Et prendre le temps de pouvoir cuisiner rapidement, mais bon. Voilà, pour pouvoir s'éloigner de tout ce qui est gras, friteuse, et voilà. Et puis après, ça ira tout seul. Voilà. Et cette volonté d'aider les autres, elle est présente depuis toujours ou alors je pense, je vais vous dire une chose là-dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure du talent. On a tous un petit talent. Vous êtes journaliste. Vous avez envie d'être journaliste. Si c'est votre talent, vous allez réussir. Moi, mon talent, à l'âge de 10 ans, je trouvais qu'on s'amusait mieux dans la cuisine de mon arrière-grand-mère que dans le salon, il fallait mettre ses chaussettes en disant je serai curé, je serai militaire, ou je serai médecin, ou je serai patron. Et moi, je voulais être cuisinier. Alors, je peux vous dire que dans le salon, je n'avais pas ma place. Mais heureusement, j'ai eu des parents qui ont reconnu le talent que j'avais, c'est d'aller au-devant des autres et d'être cuisinier. Qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier? C'est de transmettre, comme une mère de famille ou un père de famille qui aime faire la cuisine, transmettre tout son amour à travers la nourriture qu'on dépose dans l'assiette. À partir du moment où nous étudiants auront compris qu'à travers une assiette qu'ils vont présenter à leurs amis, mettre tout leur amour, mais ça sera formidable. Moi, ce qui me fait le plus souffrir, je vais vous dire, c'est pas parfois une bagarre de jeunes dans la rue, c'est de voir des jeunes qui se nourrissent en ouvrant le frigo et en mangeant sur la tablette du frigo. Ils savent plus mettre le couvert, ils savent plus faire un petit potage, une bonne pâte bien cuite, bien égouttée, avec une petite sauce tomate et une petite viande hachée s'ils veulent se faire un petit plaisir et du bon comté râpé. Et voilà, justement, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a parfois pas énormément d'argent. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui, malgré ça, voudraient apprendre à bien se nourrir et à éviter la nourriture industrielle? Alors, aujourd'hui, la première chose, les étudiants, il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 11 ans et demi, j'étais en classe de 6e, 5e, j'ai appris un jour que la surveillante de devoir surveiller le soir, parce que je suis dans une école un peu spéciale où on nous aidait pour le travail du soir, elle était morte, et vous savez de quoi? Elle était étudiante de malnutrition. Quelques mois après, puisqu'elle n'était pas la seule dans ce cas-là, il y a une loi qui a été votée pour créer les restaurants universitaires, l'AU, comme vous avez en face. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes, vu le prix qu'ils payent leur repas là-bas, c'est rien du tout. J'ai déjà été visiter des cuisines, j'ai rencontré le personnel de cette magnifique institution. J'ai beaucoup de respect pour la cuisine de collectivité. Je peux vous dire que vous pouvez bien manger pour pas cher. Et quand je vois des étudiants qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens, qui ne sont pas fichus de mettre le peu de moyens dans un repas là-bas, et ils peuvent manger à leur faim et même parfois en ramener un peu pour l'après-midi, je trouve ça un peu du gaspillage. Et aujourd'hui, donc, vous avez cuisiné des crêpes. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de miraculeux alors, de les plus crêpes, que les autres? ça m'est amusant. Vous voyez, comme quoi, là, vous voyez,
je suis en mode télévision. C'est-à-dire que je parle vite, je me dépêche parce que je sais que le temps est compté, qu'on ne va pas pouvoir tout expliquer. Et alors, j'ai fait une très belle rencontre en préparant cette nuit. C'est que j'ai rencontré une jeune fille qui aimait pas ça, aimait pas ci, aimait pas ça, aimait pas ça. Puis finalement, elle n'aimait pas les produits animaux. Pas les produits crèmerie, œufs, la viande, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais ramener juste un peu de gruyère râpée, parce que pour moi, c'est la France. On ne va pas renier nos origines. La baguette, le fromage et le béret, il n'y a rien de tel. Et pour cette jeune fille, j'ai fait des crêpes, d'accord? Et la garniture que je proposais autour, bon, j'ai proposé du sucre, mais ça, chacun prenait dans sa quantité, confiture de groseille, d'abricots et de cassonade. Un petit peu de crème pour rendre un peu plus gourmand, d'accord? Mais pour ceux qui voulaient une crêpe salée, j'avais proposé une fondue de endive ou chicon pour les autres, hein, si on parle pas de toi, chicon, cassonade, betterave, jus d'orange, jus de citron. Et tout ça cuit sans beurre, sans crème, sans rien. Après, j'ai pris mon wok, j'ai fait une fondue d'oignons. Des oignons récoltés dans la région, bien émincés, et on les a fait cuire pendant 2 heures hier soir pour qu'ils soient bien mijotés et bien digestes. Parce que l'oignon, si vous voulez qu'il soit digeste, il faut qu'il soit cuit. Et puis après, j'ai fait un mélange de légumes et j'ai été étonné. J'ai pris 2 grosses boules de céleri, un beau chou vert, vous savez, de nos petits lapins qui grignotent et tout ça, un bon chou là, qui est bon qu'à partager avec des amis. Et j'ai mis une vingtaine de carottes. Tout ça râpé, émincé, fondu dans un wok. Et ce soir, nous avons remis dans les crêpes ce mélange de légumes, roulé. Les gens ont mangé ça, ils se sont régalés. Hein. Et je me suis dit, je vais retourner. Demain, je pourrais me faire une tarte aux oignons et de céleri et chou. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien dans le fond de la casserole. Hein. C'est du bonheur. Alors, quand vous étiez encore aux commandes de vos restaurants, vous avez créé, il me semble que c'était en 2012 pour la Semaine du Goût, un menu gastronomique spécial étudiant avec un prix adapté. Même avant. Et est-ce que vous considérez justement que c'est quelque chose qui devrait se généraliser et que les étudiants devraient être éduqués à la nourriture gastronomique? Alors, moi, la première nourriture gastronomique, c'est celle de vos parents. Alors vous les jeunes, un jour vous serez parents, vous allez tomber amoureux, vous serez parents. Donc c'est à vous de vous former. Si vous voulez bien vous former, il existe des livres tout simples. Vous allez dans une librairie, vous achetez un vrai livre de cuisine. Maintenant il existe la cuisine en 2 heures pour 4 jours, la cuisine en 4 heures pour 8 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Soit légère, soit plus lourde, comme vous voulez. Donc ça, il faut déjà apprendre des principes de base, faire les recettes. Si vous suivez les recettes, vous allez réussir. Après, avoir un bon frigo ou un petit congélateur. Ne jamais gaspiller et ne jamais trop acheter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, n'ayez pas peur de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, de votre tante, parrain, marraine. N'ayez pas peur. Allez leur demander des conseils. Chaque famille a ses secrets de famille de cuisine. Et dans chaque famille, il y a toujours un petit livre, un petit dossier où il y a des recettes découpées ou écrites à la main. Profitez-en. Aujourd'hui, moi qui suis à la retraite, qu'est-ce que je fais? J'ai même étonné mon entourage. Je vais au-devant de tous ces livres de cuisine que j'ai accumulés depuis 35 ans, 40 ans même, et je vais chercher les vieilles recettes. Et je m'aperçois que je tombe toujours sur des recettes de base. Et ça, c'est hyper important. Alors après, deuxièmement, comme on est dans une télévision interne à la Cato, de temps en temps, ils peuvent demander au recteur qui a mis en place, avec le pôle créativité et, comment ça s'appelle, Dicky et Van Peteghem, ils ont mis en place des cours de cuisine avec Clément Marot. Ben, qu'ils en profitent, qu'ils demandent, et moi, j'interviens. Voilà. Et alors, après, ce que je demande aussi aux étudiants, une chose pour développer leur talent, qu'ils n'oublient pas d'ouvrir leur cœur sur les autres. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sont hyper généreux, ils ont plein d'idées, ils ont plein de choses, mais il y a une petite quelque chose qui les ronge, c'est que parfois ils sont un peu nombrilus. Il faut qu'ils oublient leur nombril, il faut qu'ils oublient le petit entourage et qu'ils aillent vers les autres, qu'ils n'aient pas peur. Nous, on n'a pas peur d'eux, mais on a aussi peur d'eux. Eux, ils ont peur de nous, mais on va jamais se rencontrer comme ça. Mais si jamais on apprend à s'apprivoiser déjà à l'université et après avec le milieu d'adultes qui pourra leur apprendre de la cuisine, ça va être formidable. N'ayez pas peur. Allez au-devant de vos questions. Justement,
aujourd'hui, une des grandes préoccupations des jeunes, c'est la question écologique, et la question écologique qui porte aussi dans la cuisine, avec le transport de marchandises qui peuvent venir de loin. Et est-ce que pour autant, pour cuisiner de façon écolo, est-ce qu'on doit oublier la mangue, oublier l'ananas, ou est-ce qu'il y a des solutions? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Nous avons le bateau, nous avons l'avion. Que je fasse marcher un avion qu'avec des légumes ou qu'avec des trucs, ça me gêne un peu. Qu'on mette du passager et en même temps, s'il y a de la place, on transporte, ça, moi, je suis contre le transport à vide. D'accord? Si le transport il est plein, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on importe trop de légumes exotiques ou de fruits exotiques et qu'on ne les consomme pas. Que je les retrouve dans les composts, que parfois je visite des endroits un peu où on fait du compostage, et l'autre jour, je voyais une épicerie bio qui me ramenait à une camionnette de compost. C'est-à-dire de produits qui a été cultivé à la sueur du front des hommes, d'accord, qui a été récolté, mis sur le commerce et tout, et qu'on n'a pas mangé. Pour vous prouver, même à l'école, je vais peut-être vous choquer, il y avait des bananes, j'en ai ouvert une, j'ai dit je vais la manger, je vais bien voir si j'ai des boutons demain matin, on verra. J'ai fait l'expérience, le lendemain matin, j'ai été dire au groupe, vous savez, j'ai mangé une banane, sans vous prévenir, il n'y a pas eu de problème, il y avait un petit point noir. Et ben moi, ça me désole. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux jeunes, soyons un peu responsables de notre planète, faisons des tables d'hôtes. Qu'est-ce que c'est qu'une table d'hôte? C'est-à-dire se dire, on va à la sortie d'un grand magasin, et on se met avec une table de camping et des chaises, et on dit au magasin, bah, si vous avez des choses qu'on va perdre et tout, ramenez-les, on va les éplucher. C'est pas vendable, mais nous, on va les éplucher, on va vous faire des barquettes de salade de fruits. On va vous faire une jardinière de légumes. On va vous faire une soupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, avec une bande de copains, et ben c'est super. Vous savez, il y a des gens qui sont autour de l'île, qui ont des vergers, des potagers, et puis parfois, ils produisent de trop. Et puis, ils en oublient de le distribuer. Téléphoner au Secours catholique. Et là, je dis au Secours catholique, ils vont répondre tout de suite. À Saint-Vincent-de-Paul, ils vont répondre tout de suite. Oui, oui, on va venir rechercher les fruits. Mais vous savez quel est le souci de ces associations? C'est d'après de trouver les familles qu'on aide pour qu'elles viennent donner un coup de main pour éplucher les légumes et que le légume soit vendable en compote ou en soupe et tout. Aujourd'hui, tout le monde doit prendre sa responsabilité. C'est bien d'aider les autres, mais ceux qu'on aide, qui viennent à un moment aider aussi. Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Alors moi, j'aimerais revenir sur les livres de recettes. Alors, vous avez écrit un livre, La conserve passe à table. Ah. Alors, elle contient quoi, ce livre? La conserve passe à table, c'était une très très belle expérience. C'était une très belle expérience, c'est-à-dire qu'on avait pris à Fives un centre social et on nous avait ramené un mur de conserve. Le syndicat de la conserve nous a ramené un mur de conserve. Et avec ces dames que j'ai écoutées et ces hommes, j'avais 4 groupes de 10. Vous savez, on a fait pendant 2 jours, les 2 fois 6 heures, 6 heures, 6 heures. Et on a fabriqué des recettes avec ce qu'on avait. Et ben on a eu plein de choses. Et alors je me suis aperçu, vous vous rendez compte, on est pour aider les personnes plus en grande difficulté. Ben, je me suis aperçu que toutes ces mères de famille, fort dynamiques et tout, ne savaient plus faire la pâte à tarte. Vous savez que quand vous faites votre pâte à tarte vous-même, avec ce que vous avez dépensé pour faire votre tarte à vous-même, celle qui achète des pâtes à tarte, comment ça s'appelle toutes faites. Moi, avec ma pâte à tarte à moi, je divise le prix par 3. C'est-à-dire que avec une pâte à tarte, avec 3 pâtes à tarte, ça me coûte le prix d'une recette. Ouais. C'est top de chez top. Donc quand elles se sont aperçues que ça coûtait moins cher de faire sa pâte à tarte soi-même, j'aurais appris, elles ont étalé et elles m'ont fait des tartes magnifiques. On a fait une tourte de maquereaux, de sardines et d'épinards en boîte magnifique. On a fait une tarte au foie gras et marron, parce qu'il y a des boîtes de foie gras. On a fait comment ça s'appelle, plein de salades différentes. Et on a surtout fait une chantilly. Écoutez bien. Une chantilly, vous savez quoi? Avec le jus de cuisson des pois chiches. Vous ne le saviez pas, ça? Quand vous faites des pois chiches chez vous, c'est nourrissant, c'est très bon pour les étudiants, parce que quand vous avez pris, c'est du sucre lent, vous pouvez travailler toute la nuit. Vous gardez le jus, vous le mettez au frais. Le lendemain matin, ou le lendemain à midi, vous recevez du monde. Vous voulez étonner vos amis. Vous prenez votre batteur électrique, vous mettez votre jus de pois chiche,
Puis après, si vous voulez lui donner un petit goût de confiture un petit goût de framboise, prenez de la confiture de framboise, vous mettez dedans. Si vous voulez un groseille, vous mettez de la groseille. Et puis vous montez. Vous mettez dans des pots, ça vous fait une mousse framboise ou une mousse groseille. Et si vous n'avez pas de confiture, vous prenez une boîte de jus de framboise que vous faites réduire. Quand vous avez une cuillère de sirop, vous mettez dans votre... Et bien ça, c'est magnifique. Ça fait un magnifique dessert. Vous essayerez, hein, le jus de pois chiche. Justement, vous parliez de transmission. Vous êtes beaucoup impliqué dans la formation des nouveaux cuisiniers et des apprentis. Pour vous, aujourd'hui, quelqu'un qui démarre dans le métier, dans l'apprentissage du métier, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre? Alors, premièrement, je vais être un peu sévère. Aujourd'hui, on doit trier les lycées professionnels de l'éducation nationale. Parce que déjà, l'éducation nationale, elle n'est pas tellement pour le patronat. Elle s'intéresse au patronat quand il donne de l'argent. Nous, sans ça, elle ne s'intéresse pas. Donc, il y a certaines écoles hôtelières de l'éducation nationale qui marchent très bien parce qu'ils sont proches du patronat et ils sont à l'écoute de la demande des convives qui vont dans les restaurants et dans les hôtels et les cafés. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur du café, du restaurant et de l'hôtel n'est pas le même qu'il y a 25 ans. Moi, quand j'ai appris dans ma première école hôtelière, on nous avait appris 1 ou 2 apéritifs. Après, on passait à la table. Une entrée, un poisson. Le granité, c'était une petite glace avec un petit coup de gnôle. La viande, le fromage, le dessert. Arrosé d'une demi-bouteille de vin, c'était notre formation. Et c'est ce qu'on nous disait pour faire un bon repas d'affaires. Aujourd'hui, un bon repas d'affaires, 35 minutes, un plat du jour, un café gourmand, un verre de vin. Exact. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter. Et après, deuxièmement, vous avez un nouveau métier. S'il y a 20 ans, on fermait tous nos cafés en France, aujourd'hui, nous formons des barman et nous rouvrons les cafés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apéritif est vraiment important. Et alors là, je vais vous dire une chose. L'abus d'alcool est très, très dangereux. Alors je dirais déjà à mes étudiants, je pense qu'ils font beaucoup d'efforts par rapport à il y a 10, 15 ans. Ils boivent moins. Ça, c'est une chose. Donc, buvez moins, buvez avec modération, respectez-vous et ça ira beaucoup mieux. Mais je leur dis, ne supprimez pas l'apéritif convivial. L'apéritif convivial, pour vous qui allez être hyperactif, c'est un remède contre le stress. Un bon apéritif, moins de stress et un meilleur sommeil. Mais si vous prenez un apéritif sans manger une rondelle de saucisson, un petit morceau de pâté ou de la tapenade ou une petite soupe de légumes, là, vous vous mettez en danger. Là, c'est pas un apéritif. Et si vous ne prenez pas un apéritif avec des copains autour de la table, là, c'est que vous êtes alcoolique. Donc, allez vous faire soigner. Mettons que ce week-end, je reçois des amis. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire comme plat qui ne prenne pas des heures et des heures à préparer et qui soit bon? Alors, aujourd'hui, premièrement, j'irai dans la ferme à côté de chez vous ou au marché d'Oisem, là vous n'êtes pas loin, et vous allez regarder ce qu'il y a dans les étals. Premièrement, vous ne m'achetez pas d'asperges, parce que les asperges, elles sont trop poussées. Elles ne sont pas encore de la région, donc c'est pas la peine de rêver. N'achetez pas de melon, ça ne vient pas de l'endroit où il faut. Vous allez m'acheter encore des carottes râpées, vous allez m'acheter encore de la betterave, pour créer une bonne salade de betterave avec des petits œufs mimosa. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez vu le rayon de soleil qu'on a. Vous ne pouvez pas savoir la joie dans la basse-cour du coq qui chante et qui permet à la poule de répondre tous les jours son petit œuf d'amour. Je ferai avec ça un petit œuf mimosa en entrée. Un petit plateau de crudité des derniers jardins d'hiver, c'est-à-dire que vous allez mettre de la betterave, un céleri rémoulade, c'est délicieux. Quitte à faire une petite mayonnaise pour mettre dans la rémoulade de votre céleri, vous gardez 2-3 cuillères pour le jaune d'œuf que vous allez écraser de l'œuf dur et que vous allez remettre dedans, ça s'appelle l'œuf mimosa, d'accord? Et une petite salade de mâche, vous aurez enlevé juste la petite racine, d'accord? Pour que quand elle soit bien lavée, que le sable soit parti et que vous l'avez sous la dent, ça croque et que ça soit gourmand, d'accord? Donc ça, vous avez l'entrée. Pour le plat, je vous conseillerais une chose, c'est qu'aujourd'hui, le poulet, vous en avez beaucoup mangé pendant la semaine, vous allez vous acheter un petit lapin. Un petit lapin pour dimanche. Vous me le faites mijoter dans une poêle. Quand il est bien revenu, vous m'achetez des carottes, des navets, des petites pommes de terre qui se tiennent, genre rate ou une petite charlotte, d'accord? Vous me mettez un petit blanc de poireau, un oignon, une gousse d'ail. Vous me faites revenir tous ces légumes, vous mettez ça avec votre lapin, comme ça vous use qu'une casserole. Vous m'arrosez ça, si vous pouvez, d'1 demi-litre de vin blanc,
sel, poivre, thym, laurier, queue de persil, parce que les feuilles de persil du haut, vous savez, le persil plat, vous me le hachez, c'est la signature du chef quand ça partira. Et quand vous avez fini tout ça, vous me prenez une bonne pomme. Une bonne pomme. Vous me la mettez sur le pain dur avec un peu de beurre, sur le pain dur de la semaine, dans le fond du plat, du beurre, les pommes que vous avez juste évidées, d'accord. Vous mettez une petite pointe de beurre pour faire gourmand et vous mettez ça au four à 150 degrés pendant 45 minutes. Si vous voyez que les pommes ne sont pas ramollies, vous les laissez un peu plus longtemps. Quand vous les sortez, vous me versez 2 cuillères dans chaque petit trou de gelée de groseille ou de fraise. Vous laissez ça sur le côté, ça fera votre dessert. Vous avez pris régional, de la région, vous êtes tranquille. Personne n'a pris l'avion pour venir dans votre assiette. Et vous partirez dans vos rêves sans prendre l'avion. Merci beaucoup. Voilà, on y va. Et on se retrouve tout de suite avec un autre invité. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est super, merci, au revoir.